messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission spéciale Ramadan, c'est le week-end. Notre sujet cette semaine portera sur ce qui rend le jeûne difficile. Pour beaucoup, il s'agit de l'addiction, surtout celle en relation avec le café et la cigarette, des addictions qui peuvent être très dangereuses et peuvent nous rendre irritables et nerveux. Alors, qu'est-ce que la dépendance? Comment faire pour diminuer ces dégâts? Pouvons-nous être addicts à la nourriture, au sucre notamment? C'est pour le savoir que nous avons convié pour vous une spécialiste. Elle sera avec nous en première partie d'émission. Pour rester dans le thème, Siham Kenouch nous racontera l'histoire du café et de comment il est arrivé au Maghreb à travers une histoire que vous allez découvrir en deuxième partie d'émission. La troisième partie de l'émission sera consacrée donc à la culture avec Lilia Benasser qui sera accompagnée d'une artiste qui fait partie de l'orchestre féminin de l'Opéra d'Alger. Elle nous donnera également quelques rendez-vous culturels à ne pas rater pendant cette semaine. Mais pour l'heure, je vous invite à découvrir avec nous ce sujet de Hasna Soubiri qui s'est intéressée aux addictions et aux comportements de l'être humain pendant Ramadan. A tout de suite. Les Algériens consomment annuellement 27 milliards de cigarettes. L'Algérie est le deuxième marché en Afrique du Nord après l'Égypte. Le nombre de fumeurs a ainsi triplé ces dernières années, malgré les effets nuisibles du tabac sur la santé. La nicotine attaque tout le corps, toutes les parties du corps. Il n'y a aucun organe, aucune partie du corps qui n'est pas touchée, qui n'y a pas des effets néfastes du tabac sur l'organisme. Deuxièmement, c'est la première cause de mortalité qui est démontrée dans le cancer du poumon, dans les maladies cardiovasculaires. Et troisièmement, quand on tire sur la première cigarette, il faut savoir que la nicotine met exactement 9 secondes. Au bout de 9 secondes, elle atteint le cerveau. L'addiction à la nicotine et à la caféine chez de nombreux Algériens ne fait aucun doute. Mais comment font-ils pendant le mois de Ramadan? Leur comportement change-t-il? Le matin, première chose pour un fumeur, c'est la cigarette et le café masbah. Donc le manque de nicotine et de caféine, à la fois c'est très difficile. On est un peu nerveux. À partir de 5 tasses par jour, il y a risque d'une intoxication à la caféine. Type agitation, le cœur qui bat vite, l'insomnie. Pour diminuer leur comportement et leur dépendance, certains se tournent vers la chicha, pensant que fumer la chicha est plus sain. Quel que soit le dispositif par lequel le tabac est consommé, c'est nuisible pour la santé. Une étude récente a démontré qu'une chicha équivaut à 100 cigarettes, profitant alors du mois de carême pour diminuer la consommation de la cigarette et du café, et pourquoi pas les arrêter. Donc à certaines substances peut gâcher notre jeûne et le rendre plus difficile. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Benhadou Amel, psychothérapeute et directrice médicale à la CGSA, clinique de gestion du stress et de l'anxiété. Bonjour. Bonjour merci d'avoir pour accepté notre invitation. Merci. Ça va, ça se passe bien? Tout va bien, oui. Bah, super. Alors aujourd'hui, Dr Benhadou, on va parler de l'addiction, notamment l'addiction au café et à la cigarette, pour après parler de l'addiction à la nourriture, si toutefois elle existe. Hein, oui. On laisse un peu un point d'interrogation. L'addiction pendant Ramadan se voit plus, on en parle plus, on la sent plus. Pourquoi? On parle surtout des dispositions qu'on doit prendre avant Ramadan, comme commencer un régime. Quand on dit demain je commence le régime, quand on commence Ramadan, c'est plus facile parce que c'est un mois d'abstinence collectif, religieux, identitaire. Et donc, ce mois nous permet d'aborder ce sevrage ou cette abstinence de façon plus collective. Et donc, ça paraît être plus simple. Alors, vous conseillez aux gens d'arrêter avant, de diminuer pour que les choses se fassent normalement ou pas? Parce que quand même, on jeûne 15 à 16 heures, c'est énorme. Oui, on jeûne 15 à 16 heures, c'est vrai. Sans compter le pourcentage de personnes qui passent la majorité de leur temps dans la journée à dormir. Oui, voilà. C'est très tard la nuit,
Ce qui fait qu'ils consomment, ils fument le soir et puis la journée ils dorment et le cerveau a une autre activité. Donc il y a cette partie-là. Et l'autre, diminuer ou ne pas diminuer ou arrêter brutalement. Arrêter brutalement le tabac, c'est assez dangereux pour la santé parce qu'il y a des palpitations, une irritabilité, une anxiété. C'est vrai que les diminutions progressives sont toujours plus agréables pour les horloges internes du corps, c'est-à-dire notre équilibre du corps. Ouais, pendant que d'autres préfèrent arrêter tous les cafés, cigarettes pendant le Ramadan, il y a d'autres qui reviennent vite à la charge après le Ramadan. Après l'Aïd, en général, tout le monde reprend ses rituels, ses habitudes. Parce qu'on est sorti du mois d'abstinence, en fait, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'addiction compte deux volets, le volet organique et le volet psychologique. Je vous laisse développer. Bon, la dépendance physiologique, c'est la dépendance à un produit, comme par exemple le diabète. On est dépendant d'un produit parce qu'on doit le prendre, parce que ça, c'est la dépendance physiologique, parce qu'on doit régler nos taux d'insuline et qu'on ne doit pas... Ça, c'est la dépendance physiologique et il n'y a pas de dépendance psychologique, elle est neutre dans ce cas-là, dans la dépendance physiologique. Dans les addictions, c'est-à-dire quand le produit devient le centre de l'existence d'une personne, il y a une dépendance psychologique. On se réveille addict et on s'endort addict. D'accord. Voilà. Et c'est là, on parle du café et de la cigarette, et c'est là où le danger commence à apparaître. Vous, pendant vos consultations thérapeutiques à la CGSA, est-ce qu'il y a des patients qui viennent vers vous pour arrêter de fumer avant Ramadan ou pendant Ramadan? Oui, bien sûr, il y a des patients qui s'adressent à nous pour avoir des techniques, des méthodes. À la clinique, à la CGSA, nous appliquons des techniques cognitivo-comportementales. Nous avons aussi la relaxation qu'on peut utiliser pour diminuer le tabac, l'hypnose parfois. Et nous avons même un médecin acupuncteur qui vient pour nous aider, pour aider les personnes qui s'adressent à nous pour diminuer le tabac avant Ramadan ou à une autre période de l'année. Ils peuvent bien répondre à l'acupuncture. Voilà. Et donc, c'est une culture qui s'installe, parce qu'avant, pour arrêter de fumer, les gens n'avaient pas recours aux professionnels. Ils arrêtaient subitement, ou alors par rapport à une maladie. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir vers vous, en tant que spécialiste, pour arrêter de fumer. Évidemment. Évidemment. Parce que c'est une forme de dépendance. Et ça intéresse les circuits du plaisir et notre organe. Alors justement, circuit du plaisir, tout ce qui passe par, tout ce qui nous fait plaisir peut constituer une addiction? Mais je crois que on ne la formule pas comme ça. Mais une fois qu'on a une empreinte dans notre cerveau liée à une image ou un produit ou une substance, et flash plaisir, il est vrai qu'on a envie de recommencer. Voilà. C'est surtout ça. Ça se passe comme ça. Oui. Vous conseillez aussi à vos patients de réellement le vouloir. Tout à l'heure, aux coulisses, on parlait de cette volonté émise par la personne. La motivation est une variable importante dans le packaging sevrage. Dans le packaging sevrage, la motivation est extrêmement importante parce que c'est là que c'est sur ça qu'on peut s'appuyer pour commencer à travailler ensemble. Aujourd'hui, vous pensez qu'être irrité pendant le mois de Ramadan est dû notamment en réelle partie à l'addiction? C'est lié aussi au fait aux nerfs, enfin je veux dire, les nerfs et l'irritabilité sont-ils liés justement à ces addictions? Une partie, probablement un fort pourcentage. Un fort pourcentage. Parce qu'il faut dire que ça peut être très dangereux, ça peut aller même aux accidents de la circulation, aux bagarres avant l'Aden. C'est clair, parce qu'à un moment donné, il y a des passages à l'acte, une irritabilité telle qu'on fait switch off et qu'on peut taper la personne qui nous a doublé à droite ou à gauche, ou je ne sais pas comment. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a parlé de votre clinique. Vous traitez tout ce qui est addiction au café, d'autres substances, etc. Mais vous l'avez dit hors antenne, il y a beaucoup d'addictions aussi aux substances neuroleptiques comme aux substances de la dépendance, donc à certains produits qui donnent de l'addiction. Et c'est vrai que la demande à la CGSA est extrêmement... On est débordé par la demande, franchement. C'est sur une tranche d'âge de 18 à 25 ans de personnes qui consomment des médicaments comme des psychotropes, des substances à action cérébrale. Et on les aide en fonction de leur motivation.
et de leur l'entourage aussi, de l'entourage familial qui est extrêmement important pour nous. C'est le deuxième point d'appui, pour pas dire le premier. Ce sont en tout cas les deux points d'appui avec lesquels on travaille et qui sont fortement soutenants dans les cures de sevrage qu'on effectue à la CGSA, qui ont donné de bons résultats jusque-là. Voilà. Voilà. On revient au dernier point de notre débat, l'addiction à la nourriture. Peut-on être addict à la nourriture ? On peut être addict. Voilà, nourriture, quand je dis nourriture, je pense beaucoup plus au sucre. Hein. Oui. Il y a certains scientifiques qui disent que il n'y a pas que la poudre blanche qui est difficile et qui est dangereuse pour l'être humain, il y a aussi le sucre le sel et le sucre qui sont très dangereux pour la santé. Êtes-vous d'accord ? Oui, les circonstances dans lesquelles... Pouvons-nous être addicts à la nourriture ? Je ne sais pas si on peut appeler ça addict. Hein. Je sais qu'on peut être dépendant si on a des rituels comme manger une tablette de chocolat tous les soirs avant de s'endormir, ou parce qu'on a de l'anxiété. Pour vous, c'est de la dépendance ? Pour moi, c'est un rituel, une habitude, plus qu'une dépendance. Hein. Franchement, parce qu'on peut un soir ne pas avoir une tablette de chocolat et c'est pas à la fin du monde. On ne prend pas la voiture pour aller en acheter une. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Et c'est là où on sait que c'est une forme de dépendance ? Et c'est là où on sait que vraiment on s'est habitué à un produit et que voilà. Mais je n'arriverai pas à appeler ça dépendance. D'accord. Donc on peut ne pas. Il faut pas. Voilà. Le point auquel je voulais arriver, c'est il ne faut pas avoir de prétexte. Il ne faut pas dire ah non parce qu'un IGN, c'est pour ça qu'un Ramadan et tout ça. Non. Ceci n'a rien à voir. Non. Oui, c'est vrai que l'hypoglycémie peut aussi nous mettre dans certains états, mais c'est plutôt de la fatigue. Du manque d'énergie et tout ça, l'irritabilité, l'anxiété. Il y a la partie caractère aussi, la personnalité. Oui, le caractère tout au long de l'année, après Ramadan, c'est autre chose. Après, voilà, on se retient moins, les passages à l'action plus rapides. Exactement. Voilà. On va terminer avec un petit bilan de la CGSA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On vous a reçu, je le rappelle aux fidèles, donc c'est le week-end, ça fait quelques mois pour faire, donc ça faisait à peine 2-3 mois. 2-3 mois, on avait à peine 2-3 mois. Voilà, et aujourd'hui, donc à quelques mois, 9 mois pratiquement, quel est votre bilan ? Alors comment ça se passe ? Ça se passe bien, on est un espace assez accueillant et performant avec une équipe spécialisée, j'espère qu'on est performant et on répond à des demandes diverses de la population qui sont parfois inattendues, comme vous dites. Sevrage de tabac, ça se voit pas à l'hôpital. Difficultés scolaires chez l'enfant. Ça se voit moins aussi à l'hôpital. Addiction. Toute forme on reçoit des personnes de tous les coins du pays, de toutes les régions du pays, de Batna, de Msila, de Sétif, d'Oran, qui s'adressent à nous pour... Mais les cas les plus fréquents que vous consultez ? Nous avons une grosse partie d'addiction, puis une grosse partie de dépression, de burn-out, d'anxiété, de dépression chez la femme, qui ne sait pas où aller quand elle est en difficulté juste, normale, dans les normes. Dans les fatigue morale. Voilà, à la clinique, on les accueille, il y a un service femme, elles sont bien prises en charge, elles n'ont rien à faire. Et elles ressortent avec un moral d'acier. Très bien. Et ça se passe au bout de combien de temps, tout ça ? Ça dépend des cas ? Ça dépend des cas, ça dépend des réponses individuelles. Mais en général, c'est l'hospitalisation, c'est entre 1 semaine et 15 jours pour les cas de dépression. Pour les addictions, c'est 21 jours. C'est une cure assez bien codifiée. Et voilà. Et donc, pour l'anxiété aussi, c'est 10-15 jours. Très bien, merci beaucoup Dr Belkhaddou d'avoir été parmi nous. Le bonjour à toute l'équipe de la CGSA. C'est gentil, merci je transmettrai. Encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on reste un peu dans le même thème. Je vous propose de regarder ce sujet de Farida Ben Meslam, un sujet donc de Santé Mag, une émission de Canal Algérie. Elle parle aussi de l'irritabilité pendant le mois de Ramadan. À tout de suite. Durant le mois de Ramadan, nos habitudes culinaires changent, mais aussi notre mode de vie. On se réveille très tôt le matin pour dormir trop tard le soir. Ceci provoquerait une agitation de comportement chez certaines personnes. Il y a des gens qui ils exagèrent. وكاين ناس واحد اخرين يتحكموا في رمضان يتحكموا في الصيام ديالهم. انا جو بونس بلي سي ان بو اكزاجيري. كاين ان مونك تاع لا سيجاريت. كاين لو سوميغان qui est très important في رمضان. L'agressivité, l'irritabilité, le stress durant le ramadan est
a ses explications. Il y a des explications physiologiques, on manque de sucre, donc on est en hypoglycémie, et vous savez que les cellules cérébrales ont besoin de sucre pour pouvoir réagir. D'une part. D'autre part, comme on le disait il y a un moment, on se déshydrate, on manque d'eau, et la cellule également souffre de ce manque d'eau. C'est une cellule qui souffre, et toutes les cellules souffrent, en particulier les cellules cérébrales. Mais aussi, il y a un grand facteur, c'est le sommeil. Le sommeil, les gens veillent énormément, et le matin, ils sont obligés de se réveiller pour aller au travail, donc le cycle du sommeil est perturbé. Ces malaises sont dus davantage au mode de vie qui devient nocturne, à une alimentation abusée et surtout au manque de certains stimulants tels que la cigarette et le café. D'autres facteurs également qui interviennent, notamment chez les grands fumeurs et les grands consommateurs de café, surtout de café, mais également de thé. L'abstinence provoque également cette nervosité, cette instabilité, ce stress. Comment lutter contre ce stress, cette irritabilité et ce manque de concentration? Les solutions, d'abord, il faut essayer de se reposer au maximum, c'est-à-dire en rentrant du travail, essayer de dormir un petit peu. Ensuite, les soirées ne doivent pas être trop longues, essayer de dormir le plus tôt possible, soit faire un suhoor précoce et dormir le restant de la nuit, soit dormir et se réveiller pour faire un suhoor au petit matin et essayer de se rendormir par la suite. Pour les autres, alors il faut fractionner les repas, il faut fractionner les rations énergétiques et il faut boire également beaucoup d'eau. والله الحمد لله يا ربي نجوز نورمال نروح نصلي طراويح ما انا ما شوفي ما نحصلوش في الدخان ولا شي دخان ورمضان ما نحصلوش فيه حنايا الناس برك هكذا يديروها. Vous l'aurez compris, Ramadan lui-même n'est pas un facteur d'irritabilité, mais plutôt un mois d'apaisance et d'adoration religieuse. Trouvé son passage fort sympathique, ça s'est passé la dernière semaine, preuve à l'appui, c'est la vidéo diffusée sur YouTube, sur notre canal, sur notre canal, c'est notre chaîne, Canal Algérie, et donc elle est avec nous cette semaine, elle nous est revenue avec une histoire, un conte, je sais pas, je vais découvrir, parce qu'on se briefe pas, je préfère découvrir comme vous, c'est Hankenouche. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va, oui, sur mon 31, un petit peu épinglé de partout, mais bon, ça va. Alors, premièrement, vous allez nous expliquer qu'est-ce que la tenue. Elle est chaoui. Bon, on va vieillie. Pas dire... À la limite, elle est chaoui. Mais en fait, c'est une tenue qui est plutôt maghrébine. C'est-à-dire que si je la rallonge, je la rejette comme ça, vers l'avant, ça devient une tenue tunisienne. Donc, ça y est. Maintenant, si je la rejette en arrière et je relève un petit peu les jupons, ça devient une tenue marocaine. Maintenant, si je mets le voile sur la tête, comme ça devient une tenue chaoui. Donc on peut la porter un petit peu comme on veut. Ça peut même faire une tenue de Ouelglas qu'on appelle jouali ou haouli. Voilà. Donc c'est véritablement maghrébin. En Moyen-Orient, on ne porte pas cette tenue. C'est clair. D'accord. Voilà. Clair. Donc bon, je pense que c'est aussi. Et vous connaissant, vous l'avez pas choisi par hasard? Du tout? Non. Par rapport. C'est juste... On fait de la télé, rien n'est laissé au hasard. Voilà, donc c'est sûrement pour nous parler du café. Exactement. Et du café que vous l'avez donc choisi. Tout à fait. Donc quelle est donc la relation? Mais on va pas commencer par là, on va commencer par l'histoire du café. Ça s'est trouvé où la première fois, à votre avis, Wafa? Où est-ce que ça s'est passé cette histoire? En fait, il y a deux lieux. Vous parlez du Maghreb ou vous parlez Non, je parle du monde. Nous Cuba. sommes dans le café universel. Oh non, Cuba n'était pas encore découverte, donc je pense que nous sommes très très loin de Christophe Colomb. Nous sommes très loin dans le passé. Nous avons dégusté le café bien avant, je vais vous dire, bien avant les Cubains. Tiens. Voilà, ah ouais. C'est une information. Bon, après, voilà. Donc, alors je vais vous dire, au fait... Alors, il y a deux suppositions possibles. Hein. Il y a ceux qui ont dit que ça s'est passé au Yémen, et il y a ceux qui ont dit qu'en fait, c'était l'Éthiopie. Donc, entre le Yémen et l'Éthiopie,
c'est pas très loin, vous savez, il y a eu des échanges entre ces deux contrées-là. Donc il y avait le Yémen qui est juste avec la mer Rouge, vous savez, la petite truc là, la mer, ils étaient en rouge là, ça. Je suis en brique à Kissaïm. Ouais, c'était un brique. Si du brique, c'est un. Oui, ما فيهاش البيض بصح. Si du brique, c'est un Kissaïm, خاصة قهوة. Exactement, vous avez tout compris. Ok, donc il y a la mer Rouge et après juste par là, nous avons l'Éthiopie. Bon on va prendre la version éthiopienne. On dit que vous savez que les Éthiopiens, ce sont des grands chrétiens. Et la majorité de la population homme sont des moines, des prêtres. D'ailleurs, il y a même des églises creusées à même le sol avec des roches. C'est une architecture extraordinaire. Donc, il y avait un berger. Et ce berger, nous sommes en Afrique, c'est un pays plutôt pauvre, il n'y avait pas de moutons. Les bergers avec quoi? C'était un berger avec des chèvres. Ah d'accord. Et juste des chèvres. Et les chèvres ne broutent pas l'herbe comme ça, mais plutôt ils grimpent ou elles grimpent sur les arbustes et sur les arbres pour manger. C'était en forme les chèvres d'abord. Ben oui, galopé, hein, c'est pas la chèvre de Monsieur Gain du tout. Donc ce pauvre berger a vu qu'il y avait un endroit, quand il emmenait les chèvres dans cet endroit-là, eh bien les chèvres restaient super excitées, elles ne dormaient pas. C'est-à-dire que même quand il les faisait rentrer le soir, ces bêtes ne dormaient pas, elles restaient éveillées. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, il a décidé de faire son enquête. Il suit une de ses chèvres et il la voit manger donc d'un arbre qu'il ne connaissait pas. Il y avait des graines rougeâtres, un rouge brun, et c'est là qu'il a pris ces grains. Il a essayé de les faire cuire, machin, truc, un petit peu d'eau, et il a découvert qu'en fait, hop, ça donnait quelque chose, une boisson très bonne qui permettait donc de rester en forme, d'avoir de l'énergie, réveillé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers à avoir consommé le café, c'était des prêtres. Bon, l'histoire dit que c'était des prêtres chrétiens. Donc, ils ont découvert donc le breuvage, c'était quelque chose de nouveau, et voilà qu'ils commençaient à le prendre assez souvent pour justement veiller et prier. Donc, c'était une facilité, ils se sont facilité la tâche. Mais bon, ça commençait à se connaître, ce breuvage nouveau, ça commençait à un petit peu voyager dans le monde. Et c'est fut la question la plus importante pour les gens d'Arabie. Se disaient, est-ce que cette boisson est halal ou haram? Est-ce qu'on pouvait la prendre ou pas? Bon, comme c'était une boisson qui n'était pas complètement noire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était une boisson plutôt verdâtre. Et là, on se posait la question, quel nom on va la lui donner? Donc, il y a deux légendes possibles pour l'étymologie du mot kahwa, ok? Donc, il y a certains qui disent que kahwa vient du mot kawa, et kahwa, c'est donc la forêt où justement les chèvres ont mangé pour la première fois du café. Ok. Mais il y a une autre explication qui dit que kahwa, au fait, et le mot existait en Arabie, surtout au Yémen, et ça indiquait une certaine forme de vin. Donc, comme la couleur était proche l'un de l'autre, c'était par un glissement sémantique, on a choisi de donner à la nouvelle boisson, le mot de kahwa. Mais est-ce que c'était illicite, licite, c'était permis, c'était pas permis? Le dernier endroit où on a bu le kahwa dans le monde arabe, c'était à la Mecque. Donc on croyait que c'était interdit, etc., etc. Seulement, c'est arrivé donc chez nous, dans le Maghreb, bien avant que ça parte à la Mecque, alors que la distance est plus courte, n'est-ce pas? Donc, par où c'est arrivé chez nous? Ça s'est passé donc en Éthiopie ou peut-être au Yémen. Du Yémen, il y a un fameux port très célèbre, très célèbre, un port qu'on doit connaître. De ce port-là, il y a eu le voyage du café. Le port porte le nom de Moka. Moka, le café Moka. Donc, il y a une ville sur la mer Rouge, un grand port, qui porte le nom de Moka. C'est une ville, non pas Mecca, mais Moka. Oui, et Moka, voilà comme le café Moka. Comme le café Moka est arrivé chez nous. Et c'est toujours dans les fratries et dans
dans le monde religieux et mystique que ce café a fait ses premiers pas. Qui c'est qui l'a introduit chez nous dans le Maghreb, à votre avis? C'est une confrérie soufie. On reste dans la même logique, donc prendre ce breuvage pour rester éveillé et pour prier. Alors, la première confrérie, une confrérie soufie qui est très célèbre dans tout le Maghreb, qui justement a fait rentrer le café au Nord-Afrique et elle a créé même le premier café de l'histoire du Maghreb. C'est un café qui se trouve juste en face de Mqam Sidi Ourba à Biskra. Donc si vous êtes à Sidi Ourba, à Biskra, vous avez la mosquée de Sidi Ourba, le compagnon ou le compagnon du prophète, celui qui est venu juste après, et là, il est enterré ici. Vous traversez la rue, et là, vous allez trouver le premier café du tout le Maghreb. Il est ancien, il remonte au XIIe siècle. Et la confrérie qui l'a fait rentrer, c'est la confrérie Chedlia. Ok, Chedli Belhassan. Oui. Je ne sais pas si la chanson vous dit quelque chose. Oui, elle est véritablement chantée en Tunisie et à l'est algérien. D'où Matulu. D'accord, pour arriver. Celle-là. Voilà. J'adore cette chanson. N'est-ce pas? Et elle nous fait même danser, moi j'aime bien. Oui. N'est-ce pas? Ça c'est qui ça? C'est qui chante? Elle a fait? Elle l'a chanté tellement. Non, ça c'est... J'en connais pas la voix. Ça c'est pas Bibi, non? Elle a fait. Oui. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est la voix. Celui-là. Oui, on a l'impression. Ouais. Mais en tout cas, et du même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait que le qahwa, comment on l'a nommé chez nous, en Algérie, dès qu'elle est arrivée, non pas le qahwa, mais Chedlia. Et jusqu'à présent, il y a certaines régions en Algérie, à Tébessa, à Oued-Souf, à Soukaras, donc véritablement des régions frontalières, qui appellent le qahwa Chedlia. Ils ne disent pas le café, ils disent Chedlia. Attendez, je suis à Chedlia. Donc Chedlia, c'est au fait le qahwa. Pourquoi? Parce qu'on l'associe directement à la confrérie de Chedlia, qui est la confrérie de Chedli Belhassan. Or, Chedli Belhassan n'est pas algérien, il n'est pas tunisien, il est marocain. Donc vous voyez que le Maghreb est uni finalement. Du Maroc, la chanson est tunisienne, chez nous c'est Chedlia, etc. Et voilà, bienvenue dans tout le Maghreb. En fait. Et ça reste du café, du bon café. Ça reste du bon café. Très. D'accord. Donc Ramadan c'est dur. Vous voyez que c'est... Oui. Oui, vous imaginez comment je suis. Ah oui. Ouais, moi je suis très addict au café. Et puis je choisis, en fait je sélectionne mes cafés. Le café le plus cher au monde. Ah bah oui, moi je suis pas très café. Le café le plus cher au monde. Allez, dites-moi. Il vient de quelle région? Non, non. Ça c'est le café bon marché, hein, Watels. Ah, je sais pas. Alors, je vais vous étonner, le café le plus cher au monde, il vient d'Indonésie, mais il n'est pas cueilli comme ça directement de l'arbuste, mais il faudrait qu'il y ait un chaton sauvage qui doit le manger, et à l'intérieur de l'estomac du chaton, il y a une sorte d'enzyme, les trucs qui se mélangent avec les grains de café. Après, bon, il y a l'autoroute sud du chaton qui va nous donner quelque chose, et on va laisser sécher ces quelque chose, et puis on va essayer de retirer les grains de café de cette quelque chose. On va les brouiller, et ça va donner le café le plus... Donc انا اللي فهمتيها لا فهمتيها très bien كيما فهمتيها والله سيريو ما فهمت قلت له لا ياكلوا le chat non pas ياكلوا le chat ياكلوا le reste du chat en fait il prend voilà انت حبيتي قلت لك فهمتيها franchement يعني سي رفيق انا كنت فاهمه بس رفيق زاد عيفني encore plus merci beaucoup رفيق c'est pour ça qu'il est cher et c'est pour ça qu'il est cher parce qu'il a un goût assez spécial ah ben oui j'imagine je vais bien le croire ça un goût il est très fort il est très fort et n'importe quel chat peut faire ça ou là non, c'est des chats non, il y a des chatons spéciaux ils sont dans l'élevage en Indonésie et ça donne véritable une tasse elle fait alors une tasse si je ne m'abuse elle fait 95 €. Heureusement que je suis pas café. Une tasse, comme ça. Mais comme ça, hein, c'est une dose, quoi.
Elle fait 95 €. Mais c'est... Ah ouais, c'est clair. C'est de la bombe. Mais je peux vous Ah assurer oui. que- Ah, يا je باش veux bien. نصمتها عليهم برك شويه Oui. une dernière صمتهم، petit صمتهم. truc parce que j'aime bien ça. باسكو انت دوك وقت واحد ما يقدرش يلوم عليك باسكو حكم عليك القهوه. فوالا ربي فوالا. يعيشك دوك تاتوكم. خليوها دوك لا، عاد لازم نزيد خلاص. نزيد نصمتها على les messieurs qui nous écoutent, hein, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent aussi. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a une tradition à l'Est algérien aussi, une tradition نهار العيد. صباحكم خير وعافيه. Bon, c'est bientôt العيد. Nous sommes déjà le 10e jour de Ramadan. ما تقلقوش روحتيكم ça va venir. Alors, نهار العيد يروح le monsieur حط البرنوس نتاعو ولا حط منا يروح يصلي صلاة العيد. Il revient et quand il revient il y a la dame qui lui prépare le café, n'est-ce pas? Et quand il finit sa tasse de café... سي Ah bah oui, quand il... café جوزة يعني يطيب على الجمر وفيه البخور وفيه... ماشي لا مش هذا. Il est plus facile. اسمعي غير. Alors bon, c'est un café qui est préparé d'une certaine manière. Et on dit plus la femme aime son mari et plus elle va mettre du goût dans ce café-là. Et lui, le monsieur... quand il le هذوما voit- اللي غلاو علينا الشربه. شفتي C'est ça. Je crois que tu m'aimes plus. Oui, non. Je t'aime plus. Non, tu appuies sur le bouton. Je t'aime T'as moi. vu le bouton, en fait. Ouais, tu peux appuyer. Pas de souci. Donc, au fait, voilà. Il y a le café. Le monsieur prend, sirote son café bien comme il faut. Et à la fin, il doit mettre à l'intérieur de la tasse quelque chose en or. Bon, ça, c'est pas de l'or, c'est du toc, mais bon. Il doit mettre, hop, comme ça, un louis d'or, une bague, des boucles d'oreilles, enfin, tout ce qu'il a, le monsieur, dans ce qu'il peut. Et on appelle cette tradition Haqq al-Malah. C'est pour remercier sa femme d'avoir préparé le repas. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut quoi? pour le جمر Alors, il faut déjà des braises. جمر ساهل يتباع. Ok. Il faut de l'encens. عندنا في الدار. Voilà. Il faut طويس هذاك تاع الفخار comme ça. خسر عليك عندنا هذاك. Voilà, avec يده هكا تكون كحله شويه هكا. لازم يدو كحله. بس تجي فيه البنه هذيك البنه tu peux pas laisser genre c'est nouveau, ça donne aucun goût. OK, il faut éviter l'aluminium, le plastique, tout ce que vous voulez, l'inox ça marche pas. Et voilà, donc il faut le préparer déjà تقليه في الدار صح. Vous prenez les cafés bien mûrs, verts, تحطيها في الحماص هذاك donc ça fait tourner pour que le parfum va se dans diffuse toute dans la maison. Ça fait une ambiance bien spéciale. Ou bien vous pouvez ne pas avoir le hamas, vous pouvez le mettre dans une poêle. Là, c'est pas un souci. Et après, vous le prenez, vous allez bien le piler ou le moudre. Et aussi, il faut que ça soit à la main et non pas dans le parce que ça, on est dans la même logique. Et préparer ce café doucement, ce qu'on appelle qahwa jouza ou qahwa jouzia, c'est-à-dire faut que le femme avec un petit peu d'encens. صالون. الحموه كانت الحاله تبخروا. Exactement, vous avez tout compris. C'était plus rentable avant. أبيها البر يغمر rien. صح. Et puis qui joue. يغسل عليك صح. Quand il y a des invités, c'est comme ça qu'on les recevait. Hein. On les recevait pas avec le café préparé dans la cuisine et puis c'est les tasses qui viennent. Mais rappelez-moi, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors quand le monsieur boit son café et se termine, il finit par mettre quelque chose au nord. لا ما كانش les billets ou là. Les billets, c'est la même chose. Non, quelque chose en or. Si. Enfin non, en or. Si. Des louis d'or. C'était pas des louis d'or. سير غالقين. Non, mais c'est pour dire aussi que, regardez, ces traditions avaient un charme particulier. Exactement. Même la préparation du café qui paraît anodine aujourd'hui. Je veux dire, ça avait un charme, ça avait un rituel, et ça avait une signification. Et ça avait, voilà. Et puis, il y avait des choses qu'on pouvait mettre dans le café. On ne prenait pas comme ça. Si, par exemple, ici à Alger, au Constantine, on mettait mazhar, etc., dans d'autres régions, on met d'autres plantes. Bon, j'ai vu des gens préparer le café avec ce qu'on appelle l'ahiyat shir. Donc, je sais pas comment. L'ahiyat shir. Oui, c'est une plante. Oui, c'est une plante qu'on brûle avant d'utiliser, en fait. D'accord. Et ça donne un goût assez fort. Il y a des gens qui préparent ça avec des épices. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent, mais en fait, ce sont des harour ou des épices spéciaux pour le café. C'est tout un rituel et c'est tout pour l'aromatiser davantage. C'est une poésie. Arabica, maintenant Robusta, il faut savoir que Arabica, que ils détiennent tout ça de chez nous. Oui, en si partie, on veut. bah oui, si je vous entends parler. L'Arabica, c'est plus le parfum qu'autre chose.
C'est pas de la nicotine. Nicotine, ça c'est la caféine. C'est la caféine. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté à la nicotine. Parce qu'on parlait d'addiction de café aux cigarettes. Donc, la caféine, c'est plus dans le Robusta et non pas dans l'Arabica. L'Arabica, maintenant, si vous allez au Moyen-Orient, vous allez prendre du café avec de la cardamome. Voilà. Et l'hil, ce qu'on appelle l'hil. Cardamone. On l'utilise aussi pour... on l'utilise aussi pour cuisiner, pour préparer le riz. Maintenant, si vous aimez le goût, moi je suis pas. Si, moi j'adore. Moi j'aime pas. Le c'est bon avec le riz. Moi j'aime pas. Mais chef le café. Non, même bof. Non. Si, Ferro, si. Non, je pense que c'est un goût qui. Alors si vous êtes invité au Qatar ou à Dubaï ou à Abu Dhabi par exemple, et le rituel de café, il faut savoir qu'ils vont vous servir juste une toute petite goutte au fond de la tasse. Et à chaque fois que vous allez tendre, par exemple, la tasse pour la remettre, ils vont vous servir. Et il y a une astuce pour que le monsieur qui vous sert comprenne que vous en avez assez. Il faut juste... renverser? Non, il faut juste la faire bouger comme ça. Voilà. Donc quand vous faites bouger comme ça, c'est-à-dire c'est bon. Voilà. Mais je reste sur le d'Algérie parce que chaque région a sa façon de préparer le café et de le présenter, que ce soit à l'Est, et tout ça. À Alger aussi, c'est très beau, et tout, c'est excellent. Et au sud aussi, vous qui visitez beaucoup le sud, j'imagine que c'est un autre rituel, ça reste nos traditions, notre patrimoine, ça reste propre à nous et c'est ce qu'on préfère. Maintenant le sud, du côté de Ouatsouf, Béchar aussi, mais c'est plus le thé qui l'emporte. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Donc c'est plus notre histoire, c'est la philosophie du thé et le thé aussi, si tu veux, ça c'est un autre conte. On en reparlera un jour. On en reparlera un jour, n'est-ce pas? Autour d'un bon café? Autour d'un bon thé. Moi, je suis pas café. Ouais, c'est vrai. Voilà. En tout cas, il faut éviter les distributeurs, c'est pas... non, c'est... Café. C'est pas... alors là, ça ressemble à du café, mais en fait, c'est quelque chose qui... Je sais pas ce que c'est. Mais n'empêche que je vous vois tout le temps... qu'il n'y ait pas, j'ai acheté un thermos que ça me عينه لي donc ضربوه بعين ça veut dire ضربوه بعين عينه لي ça veut dire ضربوه بعين. Merci beaucoup Siham. Encore une fois c'était super sympathique. À la semaine prochaine. Merci ربي يعيشك. Bonne fin de journée. Merci. Tenez, même à 8 heures voilà. Moi j'ai autre chose à faire après. Merci encore une fois, on termine avec vous en musique avec allez Chadli Abdelhassan. شادلي يا بابا علي حملي كادني يا بالحسن يا شادلي يا بالحسن يا شادلي يا بالحسن يا شادلي يا بابا علي حملي كادني يا بالحسن مانيش راضي نالفولي فرخ جوادي يا سيدي على سيدي ماضي وانا حملي كادري يا بالحسن مانيش راضي بنوفولي فرخ جوادي يا سيدي على سيدي ماضي وانا حملي كادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري يا بابا علي حملي كادري يا شادلي يا بالحسن يا شادلي يا بالحسن يا شادلي يا بابا علي حملي كادلي يا بالحسن كلامه في دقة أهل محبة وأهل الرقة يا سيدي أحمد يا سقة وأنا حملي كادلي يا بالحسن كلامه في دقة أهل محبة وأهل الرقة يا سيدي أحمد يا سقة وأنا حملي كادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري يا بابا علي حملي كادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري
شيف وانا حمليك يا دنيا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بابا علي حمليك يا دنيا يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بابا علي حمليك يا دنيا يا بالاحسن دهم وكاده ويجي وولاد العاده يا سيدي رجال حماده وانا حمليك يا دنيا بالاحسن دهم وكاده ويجي وولاد العاده يا سيدي رجال حماده وانا حمليك يا دنيا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بابا علي حمليك يا دني يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بالاحسن يا شادني يا بابا علي حمليك يا دني يا بالاحسن اهل الامام ابن العرفه والخماري وعبد السلام اهل المقام وانا حمليك يا دنيا بالاحسن اهل الامام ابن عرفه. Voilà, donc et on va continuer à parler de culture. Elle est avec nous, Lilia Ben Nasser, est accompagnée aujourd'hui d'une artiste. Bonjour Lilia. Bonsoir Wafa, bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, c'est l'invitée, je vous laisse présenter. Oui, tout à fait. Donc c'est Radia Nouasser qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Soliste vocale, vous faites partie d'une toute nouvelle troupe qui vient d'être créée, baptisée Jawq Elf Leila wa Leila, et vous serez justement le 2 juin sur la scène de la salle Ibn Zaidoun pour une première représentation dans le sein de cette chorale. Parlez-nous de cette troupe. Tout à fait. Alors cette troupe est constituée d'artistes d'horizons différents, donc de plusieurs associations et plusieurs orchestres en fait. Et elle va regrouper environ une quarantaine de personnes, donc filles et garçons, qui sont tous musiciens avérés, bien sûr, qui sont tous algériens. Et le spectacle du 2 juin va être donné sous l'égide du ministère de la Culture. Il est organisé par la Fondation Abdelkrim Nali. Voilà, donc c'est elle qui a eu l'idée tout à fait de créer Jawq Elf Leila wa Leila. Et donc cette fois, on va présenter des Mada'ih Diniya parce que c'est le thème de Ramadan. Tout à fait. Et ça sera donc contes et chants. Et les contes seront exécutés par Siham Knouch, que vous venez de voir il y a quelques minutes, qui est une conteuse exceptionnelle. Tout à fait. Et donc nous, on va, l'accompagner. Donc chaque fois, il y aura un fil conducteur et donc il y aura des histoires, des contes qui seront racontés, qui seront... on va vous laisser la surprise de découvrir les choses le jour J. Voilà. D'accord. Donc là, c'est concernant la soirée du 2 juin prévue à la salle Ibn Zaidoun à partir de 22h30 avec la nouvelle troupe Jawq Elf Leila wa Leila. Mais avant ça, vous avez un long parcours musical, on va dire, soliste vocal. Oui. Vous faites partie de l'orchestre féminin, l'orchestre national féminin de l'Opéra d'Alger. Parlez-nous de votre expérience au sein de cet orchestre. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Oui. J'ai commencé la musique, j'avais environ 9 ans, donc j'étais à l'association Fraggia. D'accord. Ensuite, quand j'ai grandi un petit peu, donc je devais avoir 17 ans, 15-16 ans, quelque chose comme ça, donc j'étais à l'association des Beaux-Arts. Et quelques années après, je suis allée à l'association Sindoussia, où Monsieur Smaïn Henni, toutes les grandes associations. Monsieur Smaïn Henni m'a fait passer un test à l'époque, j'avais 18 ans, je crois, et j'ai fait partie de l'association Sindoussia pendant très très longtemps. Et je suis maman en fait, je suis maman de 3 enfants et donc les enfants, le travail, c'est ce qui a fait que vous avez fait un petit donc j'ai arrêté un petit moment, tout à fait, j'étais obligée parce que
j'arrivais plus en fait. Bon, au début, quand les enfants étaient petits, je les traînais un petit peu avec moi. Mais quand la troisième est arrivée, c'était plus possible. Je pouvais plus, voilà, les emmener partout. Et donc du coup, j'étais obligée et puis de faire vous un êtes break. revenu. C'est ça. Et donc, je suis revenue avec Monsieur Kateb Najib, qui est d'ailleurs lui-même le chef d'orchestre de Jawq Alf Layla wa Layla. Et donc, je suis revenue avec lui dans l'association La Cordoba d'Alger et dans l'orchestre national féminin de l'Opéra d'Alger. Très bien. Et j'imagine... Oui, Wafa ? Non. D'accord, je pensais que vous vouliez regarder. Bon, ok, je regarde pas. Ok. Je vous en prie. Et donc, j'imagine que vous avez fait plusieurs spectacles avec le ces premier deux spectacle qu'on a fait avec justement le féminin, c'était avec Madame Siham Knouch. D'accord. Et on a fait contes et chants. Et donc, à chaque fois, il y avait des contes merveilleux, algériens, bien entendu. C'était des contes algériens. Et on arrivait à trouver des morceaux andalous qui correspondaient à ces contes. Et ça a fait un spectacle magnifique qu'on avait appelé Sultan Lahwa. Tout à fait, une très belle fusion avec les solistes de la troupe que je salue d'ailleurs, de la troupe du féminin que je salue. Et ça a fait vraiment un très beau spectacle. On a eu de très beaux retours. Et ce qui était bien, c'est que comme on ne connaissait pas vraiment les contes, parce que pendant les répétitions, on répète surtout la musique et tout, donc on connaît à peu près l'histoire. Et on découvrait les contes sur scène avec elle et on était vraiment accrochés à ses lèvres parce qu'on écoutait en même temps que le public. Et c'était magique, c'était vraiment magique. Et le public a beaucoup apprécié ces moments. Donc, Radia Noasser, là, vous revenez à la musique, au spectacle, au sein des différentes associations dans lesquelles vous êtes membre. Vous prévoyez également un album, sortir un album, de voler de vos propres ailes. Parlez-nous un petit peu de cette expérience, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? En fait, maintenant que mes enfants ont grandi, et donc j'ai un peu plus de temps pour moi, on va dire ça comme ça, et puis eux-mêmes, ils me poussent. Et j'ai envie de quelque part, c'est un petit peu la consécration de toutes ces années de musique. Bien sûr, la musique est ma passion et je voulais faire quelque chose pour laisser une trace, on va dire, dans ce domaine. Et voilà. Et partager ça avec le public aussi. Tout à fait, partager. Voilà, c'est clair que quand on est artiste, on est dans le partage et donner pour pouvoir recevoir, justement. Exactement. Et voilà, donc on est en préparation. Sur quoi de la musique andalouse, voilà. Donc des textes que vous écrivez ou pour des reprises? Pour le moment, pas nécessairement. Donc les textes sont déjà écrits parce que c'est de la musique andalouse. Par contre, les mélodies seront peut-être un petit peu revisitées. Tout à fait, un peu revisitées. Voilà. Au goût du jour. C'est ça, au goût du jour. Donc ça sera de l'andalou, des mélodies algériennes, voilà. Donc ça sera un petit peu. Bonne chance à vous. Merci. On aura plaisir de vous recevoir pour parler d'un premier album. Pourquoi vraiment. pas vous serez la bienvenue. Donc on rappelle, le rendez-vous est pris le 2 juin à partir de 22h30 à la salle Ibn Zaïdoun avec le Jawq Alf Layla wa Layla pour une soirée conte et musique. Au grand bonheur, j'imagine, de tous les mélomanes qui seront présents ce jour-là. Merci à vous. Venez nombreux. Oui, merci beaucoup. Voilà, on lance l'appel à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je vous invite à découvrir avec nous les rendez-vous culturels à ne pas rater cette semaine tout au long de ces soirées de Ramadan. Et nous allons commencer par les expositions. Une toute première signée Saïd Rahmani et son épouse Hadia Hajras du côté de la galerie d'art Rassim tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Elle est intitulée Devoir de mémoire. Les deux artistes vivent et travaillent dans la région de Tiaret et puis ils exposent pour la première fois en duo. La femme, sa sensibilité et sa symbolique sont omniprésentes à travers les peintures de Hadia Hajras, diplômée des écoles des beaux-arts d'Alger, d'Oran et de Constantine. À travers les œuvres dévoilent les différentes personnalités des deux artistes.
artistes. L'exposition est visible tout au long du mois sacré de Ramadan de 10h à 17h et de 21h30 à minuit. Soyez au rendez-vous. 7e art, les nuits du cinéma se poursuivent du côté du théâtre El Hadi Flissi. Chaque soir, 2 projections sont prévues. Une première à 22h, film d'animation pour enfants, et puis une deuxième qui verra la projection de récentes productions nationales et internationales. Soyez au rendez-vous. C'est du côté du théâtre El Hadi Flissi. 4e art, TNA, après la pièce qui a fait fureur Slimane Look, qui a été donc projetée durant toute la semaine, adaptée par le défunt Mehidine Bachtazi en 1949, de l'œuvre Le Malade imaginaire de Molière. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme convaincu d'être donc atteint d'un mal, donc le seul remède est de bien manger contre la vie de tout son entourage. Un véritable moment donc de détente et de rire dans un langage simple et des dialogues pimentés de boutades. Une très belle pièce qui justement ouvre qui donne rendez-vous à une autre pièce. Elle est intitulée c'est une pièce du théâtre régional de Bdjaïa. Elle est intitulée Hazam El Roula et c'est demain à partir de 22h30 au théâtre national algérien Mehidine Bachtazi qui propose plein de soirées tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Du côté de l'Opéra d'Alger, les 2 dernières représentations de Afrique Circus sont prévues ce soir et demain. Ne ratez pas un très beau spectacle à ne pas rater à partir de 22h30. Nous allons parler de l'Institut Cervantes à présent qui propose Las Noches de Ramadan à partir de demain et ce jusqu'au 31 mai, des nuits pour fêter la joie, la spiritualité et l'amitié. La tradition orale transmise à travers l'histoire de la musique sera le fil conducteur de cet événement. Notez bien le programme. Dimanche, demain, le 27, danse populaire algérienne. Lundi, la tradition de la narration en Espagne. Et puis le mardi 29, conte arabe et espagnol avec le conteur Souheil Serguini. Et enfin, le jeudi 31, récital de musique et de poésie avec les membres de l'Institut et le même conteur qui sera au rendez-vous. Des concerts à ne pas rater du côté de la salle El Mougar. Nassima Chaben sera ce soir à 22h30 et puis le mardi 29 mai, c'est Behja Rahal qui sera sur la scène de la salle Mougar. Et pour finir, le mardi 30, ça sera Zakia Karatorki. Voilà, un retour je pense, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue sur scène. Donc elle y sera le mardi 30 du côté de la salle El Mougar. Et pour finir, la capitale de l'Ouest fêtera le Beria du Rire qui revient avec plusieurs comédies, plusieurs spectacles humoristiques le 28 mai, le 29 et le 31 ainsi que le 1er juin. Sinon, la salle Constantine d'Ahmed Bey accueille aussi les Rainaray ce soir et Ouled El-Hadja Marnia ce soir et le vendredi 1er juin les Triana d'Alger et la troupe Tay. Voilà pour la salle Ahmed Bey. Et pour finir, nous allons parler du métro d'Alger qui donc ne fait pas l'exception et vous offre des soirées ramadanesques tous les week-ends. Le 1er juin, par exemple, pour fêter la fête de l'enfance, un spectacle de clown est prévu. Le 8 juin, soirée artistique avec Adlan Fergani. Le 31 mai, Zaki Project, qui est un tout nouveau groupe sur la scène artistique algérienne. Et enfin, le 31 mai, c'est donc Louna, pareil, un autre nouveau groupe. Et pour finir, des expositions sont également prévues tous les soirs. La station, excellente initiative. Dans les stations du métro d'Alger. Voilà, pour fêter les soirées de Ramadan. Voilà, pour les rendez-vous. Oui, un programme riche, Alger, Oran, Annaba, Constantine. Beaucoup de wilayas donc le sud aussi, donc plein de rendez-vous à ne pas rater. On aime bien les soirées. De toute façon, les rendez-vous de Lilia sont toujours bien, donnent toujours les grands rendez-vous à ne pas rater. Et bien sûr, des reportages que les téléspectateurs pourront découvrir sur toutes les chaînes, durant toute la journée, sur les programmes de Canal Algérie. Et à rappeler aussi en parlant d'émissions que ce soir, donc à partir de 23h, ne ratez pas l'émission Touhacht Bledi animée par Linda Tamodarari. Elle revient bien sûr sur tout ce qui est patrimoine, sur tout ce qui est terroir. C'est à partir de 23h ce soir. Merci Lilia. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Hamdakom encore une fois la semaine prochaine. Avec on se retrouvera la semaine prochaine. Avec un autre invité et d'autres Inch'Allah. Moi je termine sur une note un petit peu, triste, puisque le monde de l'art a perdu
un grand réalisateur, donc il s'agit de Rachid Diguer, le réalisateur du film La balle de la dignité, en hommage plutôt au football algérien qui s'est éteint hier à l'âge de 65 ans. Rachid Diguer a entamé sa carrière cinématographique comme directeur de production dans l'ex-office plutôt national de l'industrie cinématographique. Dans le dernier film a été donc La fleur de lotus, réalisé par le regretté Amar Laskri. L'enfant de la cité Malki, ici même donc à Alger, a produit récemment le feuilleton Lella Zineb, ainsi qu'un documentaire dédié en hommage plutôt aux pêcheurs de Delez. Pour rappel, Rachid Diguer était très actif dans son quartier, la cité Malki, encore une fois, pour la promotion de la culture et de l'environnement. On sait donc en cette période du mois sacré de Ramadan. Excellente soirée à tous. Donc on a terminé donc notre émission. Excellente plutôt semaine à tous. Très bonne fin de journée. On se retrouve à partir de samedi prochain pour un autre direct avec vous. Passez d'agréables moments. Au revoir.